Voilà, bah, écoutez, bonjour à tous. Nous allons commencer, vu que c'est 17h30, que nous nous sommes donné 1h30 pour ce premier atelier. Merci beaucoup à tous les participants. Merci également à tous les contributeurs qui ont fait des contributions, soit par mail, soit sur mon site directement. Je vais vous réexpliquer un petit peu l'objectif de cet atelier qui s'inscrit donc dans le Ségur de la santé, qui est en fait un Ségur au niveau national, notamment tourné, une concertation tournée vers les acteurs les soignants plutôt dans la suite du Covid et la revalorisation des métiers. Mais je pense il me semble que nous, au niveau départemental, on avait des choses à dire, notamment sur le système de santé et le système de soins en général. Donc, objectif double, une contribution départementale à ce Ségur national, avec nos problématiques propres du département, nos expériences aussi vécues avant ou pendant le Ségur, pendant le Covid, excusez-moi. Le deuxième but quand même de ces ateliers, de la concertation, c'est de pouvoir faire perdurer localement une concertation pour arriver à une co-construction du fonctionnement et de l'organisation des soins, en utilisant peut-être le Conseil territorial de santé qui existe pour en faire un vrai organe opérationnel, on va dire adapté à notre territoire, qui se décline pour l'instant au niveau départemental, mais pourquoi pas le décliner en interco, en intercommunalité, ou bien calquer sur le territoire des communautés professionnelles territoriales de santé. Je pense que moi, il me semble que voilà, il faut construire quelque chose, un outil qui se veut agile, opérationnel, qui réunisse au plus large les acteurs du soin, qui soient du domaine de la santé, mais aussi du médico-social, mais aussi des élus. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui participent aux soins en général, et qu'on puisse construire ensemble des propositions adaptées qui soient opérationnelles. L'objectif de cet atelier et de ces ateliers en général, c'est vraiment de tendre rapidement vers du concret. Le diagnostic sera rapidement partagé, je pense. Le but est vraiment au-delà. Il est au-delà du positionnement, en fait, et il veut tendre vers des propositions innovantes et vraiment adaptées à notre territoire et nos situations. Si vous voulez, je vous rappelle quelques règles pour que ça se passe correctement en vidéoconférence. Tout d'abord, j'ai voulu que l'animation ne se fasse pas par moi, mais par une personne qui est impliquée localement, qui va lancer le sujet. Donc aujourd'hui, le lien entre le soin, le médico-social et vers on va dire, une prise en charge de l'autonomie plus importante avec l'implication de tous les acteurs. Donc, c'est Rémi Charpie qui se présentera, qui lancera le sujet tout à l'heure en s'appuyant sur les contributions qui nous sont parvenues. On va couper les micros, voilà, et on va faire attention à ce que les micros soient coupés quand quelqu'un s'exprimera. Je souhaiterais évidemment que les prises de parole soient le plus courtes possible, le plus bref possible, mais vraiment, je ne veux frustrer personne et il va falloir qu'on puisse tous dire ce qu'on a à dire et j'espère j'espère en fait que cet atelier sera interactif. On a possibilité, je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude d'utiliser ces logiciels de vidéoconférence, mais possibilité de lever la main dans le petit onglet en haut à droite, normalement, c'est comme ça avec Zoom, d'utiliser le chat aussi, où on peut s'envoyer des petits mots, soit à tout le monde, soit aux uns aux autres. On va essayer de tenir 1h30 de réunion, pas plus. Et si à la fin, on n'a pas épuisé le sujet, il sera toujours possible d'apporter sa contribution via mon site ou par mail, ceci jusqu'au 30 juin. J'en ferai ensuite une restitution au niveau national et au niveau local. Je voudrais faire aussi rapidement une restitution, si la situation sanitaire le permet,
Ça sera très très rapidement après le 30 juin, mais en tout cas, ou alors peut-être plutôt à la rentrée de septembre, on verra ce qui est le plus pratique, et si on peut le faire en présentiel, ça peut être encore plus sympa. Je veux vous dire aussi que nous enregistrons l'atelier sur une chaîne YouTube dans le but de pouvoir après le revisionner si on veut, mais c'est aussi un bon outil pour nous pour pas qu'on perde les contributions en ligne et les débats en ligne. Voilà. Et si on fera un compte rendu évidemment de l'atelier, vous pouvez me le demander par mail, il n'y a pas de souci. J'en ai fini, j'ai déjà trop parlé. Je passe la parole à notre animateur, Rémi Charpy. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je suis le président de la délégation départementale de la... Ah, j'entends des... Ah, voilà, c'est bon, ouais. Oui, donc le président de la délégation départementale de la mutualité française, d'une part. Puis par ailleurs, je suis aussi dans l'économie sociale et solidaire, président de la ressourcerie de Haute-Provence, et je suis un des vice-présidents aussi de Porte-Accueil à Sainte-Tulle, voilà, pour présenter, donc, qui est un CHRS qui existe depuis un certain nombre d'années. Donc, pour rappeler, je ne veux pas rappeler les principes définis par Delphine maintenant. Là. Il y a, moi, juste un aspect sur le Covid, enfin sur la Covid et sur ce qui nous a motivés à venir aujourd'hui, donc les conditions de réunion d'aujourd'hui. Et puis sur le constat, faire un constat extrêmement simple. Moi, je suis un ancien préventeur et lorsque l'on s'aperçoit qu'au mois de janvier-février, on n'a pas été, notre gouvernement n'a pas été en mesure de fournir des masques, des blouses, des lunettes, des respirateurs, qui manquaient 7000 lits en France. Ça a conduit obligatoirement à ce qu'on arrive au confinement avec les incidences que l'on connaît. À travers ça, après cela, si les choses ont été gérées où on est dans la situation aujourd'hui, c'est parce que l'ensemble des associations et des acteurs de la santé ont réussi à mettre en place un certain nombre de mesures pour pouvoir fonctionner dans les conditions difficiles. Et tous ces acteurs sont porteurs d'un certain nombre de propositions. Dans ce qui est remonté, sans faire le point sur les aspects négatifs, il y a les questions de cloisonnement et décloisonnement de la santé, entre l'hôpital, entre la médecine de ville et puis les différentes associations que l'on peut représenter. Ce cloisonnement, il y a des choses qui sont à revoir et à travailler. Donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont mis en place qui proposent soit des modules de formation, qui proposent de valoriser des démarches d'accompagnement. Donc, là, à voir ce que vous êtes en mesure de préciser, et puis il y aura les réactions après qu'ils vont faire. Sur la coordination des soins, c'est pareil. Là aussi, il y a des choses à mettre en œuvre avec les différents acteurs. Le comité, moi je m'étais inscrit aussi effectivement, le comité territorial de la santé comme un axe pivot à réfléchir pour le futur. Et puis sur la partie conforter la vie à domicile des personnes âgées ou en perte d'autonomie, là aussi il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être conduites en dehors des situations dans les EHPAD qui pourront être évoquées tout à l'heure. Donc là, la parole est à vous. Qui veut démarrer? Alors peut-être sur comment dire, il y avait la partie qui intéressait soit des modules de formation, soit des besoins de valoriser une démarche. Donc la parole est à vous. Si on peut avoir plusieurs fois 2 minutes de façon à ce qu'on puisse faire, on pourra tout dire, avancer et permettre les réactions des uns et des autres. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de l'ouverture. Donc levez la main, vous avez le petit sur votre droite, dans la partie participants. Oui, il y a M. Pierre Arnoux qui demande la parole. Voilà. Vous avez la parole, monsieur Arnoux. Oui, bonjour. Alors moi, on parlait de revalorisation. Donc moi, je suis assistant de vie sur le terrain.
Et effectivement, dans la chaîne du maintien à domicile, puisque là, c'est la partie qui, moi, me concerne, on est un maillon essentiel de la chaîne du maintien à domicile. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Et malheureusement, je pense qu'on n'a pas beaucoup de revalorisation, qu'elle soit dans la reconnaissance de notre métier ou dans notre niveau de salaire. Et effectivement, je vois beaucoup de mes collègues qui ont beaucoup de mal à continuer ce métier, temps partiel, des horaires compliqués. C'est pas facile. C'est un métier où je trouve les structures, alors c'est une petite critique, mais je pense qu'il faut le dire, les structures gèrent plus souvent le planning que les besoins des personnes accompagnées. Et c'est un point, je pense, essentiel si on veut revaloriser la fonction des assistants, des auxiliaires de vie et des aides à domicile. Voilà, juste un petit point pour commencer. C'est un relais de mes collègues. Quand vous en parlez, vous entendez structures qui gèrent le planning, c'est-à-dire, vous pensez qu'il y a, enfin, que c'est, je ne comprends pas trop en fait la solution que vous pouvez donner. Oui, alors ce que je veux dire, j'aimerais plutôt qu'on centre l'intérêt de l'aide à domicile sur les personnes qui en ont besoin, plus que sur la gestion, comment remplir le planning. Voilà, moi j'ai des gens qui voient jusqu'à 10 personnes différentes dans la semaine. C'est très déstabilisant pour eux, pour les personnes âgées. Et c'est plein de petits détails, de petites choses comme ça qui sont très importantes, qu'il faudrait améliorer. Alors, je trouve que ça ne va pas du tout dans ce sens actuellement. Alors moi, je travaille seul, hein, je travaille avec le CESU, je n'ai pas ce souci, mais c'est une chose que mes collègues qui travaillent mais en structure me feront souvent remonter comme information. Voilà, manque de valorisation aussi. Elles trouvent elles ne sont pas spécialement aidées pour avoir envie d'aller travailler, quoi. Je peux le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une représentante des structures pour pouvoir répondre? Oui, Il y avait, pardon, il y avait en premier lieu, il y avait Jean-François. Voilà. Ben, j'essaie de redonner et de respecter comment ceux qui lèvent les mains. Là. Et voilà, et après, ça sera donc Nathalie, c'est ça? Non, ou Chantal? Oui, oui. La DMR, voilà, c'est ça, je vois. Ouais, c'est ça, ok. Allez, Jean-François d'abord. Il faut lui ouvrir le micro. Jean-François, il faut ouvrir le micro. Vous m'entendez là? Oui, maintenant, oui. D'accord. Oui, moi je voudrais évoquer deux points. Un point dont monsieur a parlé tout à l'heure qui me paraît tout à fait fondamental et que moi j'ai vécu de façon très difficile. Faut savoir de quel point je parle. Je suis actuellement maire adjoint de la commune de Vologne et je suis un directeur des soins en retraite. Donc j'ai travaillé pendant 35 ans dans des hôpitaux. La problématique de la formation entre le sanitaire et le médico-social, ce sont deux mondes qui s'ignorent. À la fois deux mondes qui s'ignorent et en même temps, ces derniers temps, les choses se sont aggravées parce que le financement du sanitaire a contribué au financement du médico-social, si bien que les choses ne se sont pas arrangées. Et là, je parle uniquement au niveau des paramédicaux. Si on avait à voir avec les médicaux, les médecins, je pense que la problématique sera encore plus compliquée. Et une des idées qu'on pourrait peut-être réfléchir, c'est ce que font certains pays étrangers, et notamment les pays d'Amérique du Sud, c'est de faire des formations communes, des troncs communs. En France, il y a d'un côté les médecins, d'un côté les paramédicaux, d'un côté les médico-sociaux. Est-ce qu'à un moment donné, il ne pourrait pas y avoir des troncs communs et des spécificités et des orientations? On sait le faire dans d'autres métiers, on n'arrive pas à le faire dans le métier de santé du sanitaire. Premier point. Deuxième point, j'essaie d'être court, ce que dit M. Pierre Arnaud est fondamental, c'est-à-dire que les organisations aujourd'hui se font au détriment de l'usager. Et on l'a vu dans ce Covid, l'usager, il a été complètement à subir. On lui dit, tu te tais, tu vas dans ta chambre, tu ne bouges pas, c'est terminé pour toi. Moi, je pense que là, et je ne suis pas le seul à le dire, des tas de philosophes actuellement s'insurgent contre cette façon de penser, c'est-à-dire que c'est à nous, les individus, à décider ce qu'on veut pour soi. Alors, quand les gens ne veulent pas, il y a des tas d'associations qui n'ont pas été consultées, qui passent beaucoup de temps auprès de ces personnes, et je pense qu'il serait tout à fait intéressant de prendre en compte leurs paroles.
Voilà, merci. J'avais d'autres. Alors, j'ai iPad Guérin. Chantal. Alors, Chantal, voilà, Chantal, allez. Chantal. C'est bien ça, voilà. Oui, bonjour. Alors, Et après, c'est ça, Guérin. Chantal, bonjour, Chantal Bardin. Ouais. Chantal Bardin, donc présidente de la Fédération ADMR des Alpes de Haute-Provence, également présidente de plusieurs associations locales et également maire de ma petite commune au Castellar-Mélan. Donc, pour répondre à Pierre d'abord, la revalorisation et la reconnaissance, c'est primordial. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas à faire reconnaître et à faire revaloriser les salaires de nos salariés, on n'y arrivera pas et on se bat quotidiennement. Et Delphine peut le dire puisque je l'avais interpellée à la fédération, auprès du département, auprès de l'Union nationale, au niveau des ministères. Et tant qu'on n'arrivera pas à revaloriser et les salaires et la reconnaissance de ce travail, nous n'y arriverons pas. De ce que dit aussi Pierre, en l'occurrence, le turnover des salariés, c'est vrai que les plannings sont compliqués à faire, justement parce que le travail est compliqué, ce sont que des temps partiels, qu'il y a beaucoup de personnes à faire petit déjeuner, repas de midi, etc. Donc, il faut un turnover, effectivement. Et en plus, malheureusement, de par la complexité de ce travail, la pénibilité de ce travail et le peu de valeur qu'on donne à ce travail, il y a malheureusement beaucoup d'arrêts de travail. Donc, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'il faut souvent jongler avec les arrêts des unes des autres, les congés et parfois des bénéficiaires qui sont des cas très lourds où il faut plusieurs personnes pour tourner parce que de toute façon, il y a une continuité de service à donner, il y a un plan APA et les salariés peuvent être en maladie, peuvent être en congé annuel ou en férié, etc. Il faut que le soin soit donné et il faut qu'il y ait un turnover de salariés. Et suivant les bénéficiaires, c'est tellement pénible qu'il faut de toute façon plusieurs salariés. De ce qu'a dit Jean-François, je pense que Jean-François parlait des EHPAD, parce qu'en ce qui nous concerne, nous, ADMR, à partir du moment où le confinement a été mis en place, nous avons téléphoné à tous nos bénéficiaires quotidiennement, d'autant que par rapport au confinement, il ne fallait faire que les soins impératifs et urgents. Tout ce qui était confort, on n'avait plus à le faire, mais on s'est donné les moyens de téléphoner à tous nos bénéficiaires et relativement très souvent, pour savoir s'ils allaient bien, pour savoir comment, s'il fallait qu'on intervienne malgré le fait que nous étions confinés et en perte de salariés également. Et il y a eu quand même une approche au niveau des bénéficiaires très importante. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que vous disiez que l'usager est mis de côté, parce qu'en tous les cas, en ce qui concerne l'ADMR, le bénéficiaire est au cœur de l'organisation et c'est lui qui est pris en compte avant les salariés et avant la direction. Avant de faire réagir Jean-François, qui a levé la main, là, il y a donc il y a marqué iPad de Guérin, mais je n'ai pas le prénom, hein, donc allez-y, Madame Guérin. Faut allumer votre micro. Voilà, ça y est, le micro. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Céline Guérin, je suis pharmacien hospitalier et aujourd'hui référent pharmacie du groupe MGEN sur l'ensemble des établissements sanitaires, médico-sociaux, centres médicaux et dentaires et aussi dans le groupe VIF, donc au comité scientifique. Et moi, je voulais revenir sur à la fois la centralisation qui a été faite d'un certain nombre d'injonctions et aussi sur les contingentements de matériel et de médicaments qui étaient tous centralisés avec une mise à disposition compliquée pour les structures, avec évidemment une mise à disposition de l'hôpital public, mais les hôpitaux non publics que je peux représenter pour une petite partie aujourd'hui avaient néanmoins le même type d'activité et avec pas le même niveau d'accessibilité. Donc c'était quelque chose de très compliqué puisque des unités Covid, il y en avait dans la plupart de nos établissements. En revanche, on avait de grandes difficultés à se fournir en matériel, en médicaments, etc. Donc on a
beaucoup anticipé. On a évidemment tout centré sur nos patients, nos usagers, et je rejoins Madame qui disait que pour nous, effectivement, les bénéficiaires étaient en première ligne et notre seul objectif. Néanmoins, cette différence et cette non-responsabilisation des professionnels a créé des tensions qui me semblent aujourd'hui inutiles, puisque les pharmaciens publics ou privés savent très bien gérer leurs commandes, leurs stocks, et de mettre un niveau supplémentaire de contrôle n'a pas rendu beaucoup de services en réalité et a complexifié un modèle qui était déjà compliqué. Donc, ce volet centralisation a été très très mal vécu par les professionnels soignants et s'il y avait amélioration à faire, peut-être ce serait quelque chose à réfléchir différemment. Je rejoins aussi monsieur qui disait qu'il y avait une différence entre le sanitaire et le médico-social. Oui, évidemment. Donc nous, on a la chance dans le groupe d'avoir les deux volets. Et du coup, on a mis des ressources du sanitaire à disposition du médico-social. Par exemple, un pharmacien pour les approvisionnements, par exemple, beaucoup de choses de ce type. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup apprécié, qui a rendu beaucoup de services sur le médico-social, toujours au bénéfice de nos résidents. Ça, c'était vraiment une force, c'est une force groupe, mais ça devrait pouvoir se généraliser au niveau des régions, des territoires, parce que je pense que cette communication-là, alors on parle beaucoup de ville-hôpital, certes les EHPAD sont des lieux de vie, donc il ne faut pas oublier les EHPAD dans ce truc-là de ville-hôpital, puisque ça le représente vraiment. Un troisième point que je voulais évoquer, c'était aussi parfois les injonctions ou les décisions prises du jour au lendemain sans réfléchir forcément à la mise en œuvre. Et ça a été très difficile pour certains établissements, notamment le médico-social. On arrête les visites, on reprend les visites, on met en œuvre les choses pour les arrêter, les reprendre, avec du jour au lendemain. C'était souvent des discours du dimanche soir pour une mise en application le lundi matin. Donc, ça a mis en difficulté les équipes, puisque évidemment, les familles réagissaient, suivaient l'actualité, puisque je crois que la France a quand même beaucoup suivi l'actualité et les nouveautés au cours de cette crise. Mais c'est vrai que les directions d'établissement et les soignants ont eu derrière à gérer toutes ces mises en œuvre, et c'était pas forcément évident, et surtout, ça leur a pris beaucoup de temps. Je pense par exemple dans le médico-social, encore une fois, quand notre ministre dit que les visites sont de nouveau autorisées lundi matin, il faut voir que pour qu'une famille rende visite, il va falloir l'habiller, qu'elle fasse les gestes barrières, l'hygiène des mains, etc., le masque, pas le masque, dans une période où le matériel était encore en tension. Donc, il y a aussi des cas qui se mettaient en place, du type on n'a pas assez de surblouses pour les soignants, les familles doivent emporter, qu'est-ce qu'on fait? On refuse la visite parce qu'on ne peut pas habiller le parent. On dit qu'une blouse donnée à un parent n'ira pas à un soignant, et donc en tant qu'employeur, ça pose aussi souci dans la mesure où il souffrait déjà d'un manque de matériel, d'une restriction de matériel pendant plusieurs mois. C'était des choses difficiles. Un autre point aussi sur parfois des incompréhensions quand on disait que effectivement, alors il y a le volet pharmacie d'officine aussi, puisque j'ai un peu d'interface aussi avec eux, sur à la fois vous devez prendre en charge la population, c'est-à-dire vous êtes centre de premier recours, vous pouvez renouveler les ordonnances, vous pouvez donner des masques mais pas les vendre, vous pourrez les vendre mais quand les grandes surfaces en vendront. Ça manquait de clarté au fur et à mesure du déroulé. C'était pas évident pour les professionnels. Alors, je me fais pas le porte-voix d'aucune catégorie de toutes les professions que je viens d'évoquer. C'est simplement que je suis à l'interface de toutes et que c'est une restitution, une restitution un peu à chaud. Mais voilà, dans cette communication-là, pour avoir les deux niveaux de lecture, c'est-à-dire le niveau des professionnels et le niveau de la population, de le traiter d'une façon peut-être
plus ciblée et plus claire. Je crois que personne s'y est retrouvé dans les professionnels de santé et que la population était un peu perdue parfois. Demander du coup conseil aux professionnels de santé qui, eux, essayaient de, bon an, mal an, donner des informations vraies à jour J, mais peut-être pas si vraies le lendemain. Donc, évidemment, c'était une question de temps. Hein. Il y avait pas de, il fallait faire preuve de beaucoup de pédagogie, de beaucoup de recul et surtout d'un lead, puisque les professionnels en établissement étaient en grande souffrance, les patients en ville aussi, les résidents en EHPAD ne comprenaient rien et les familles encore moins. Donc c'est vrai qu'il fallait des organisations très solides et c'est vrai qu'un soutien, je sais pas, verbatim, etc., d'aide, en fait, des kits d'usage, ciblés, des éléments de langage ciblés auraient probablement aidé. Et après, bien sûr, sur la période du déconfinement, donc ça c'est autre chose, mais je pense qu'on y viendra après dans la discussion. Puisque nous, ben, voilà, on a mis des choses en place. Pardon, je suis trop longue. Excusez-moi. C'est bien. Merci. Jean-François voulait réagir tout à l'heure par rapport aux usagers. Et après, j'ai une dame qui s'appelle iPhone, mais il n'y a pas de prénom. Jean-François. Il faut allumer le micro. Voilà. Qui ont été prises au plus haut niveau, qui à aucun moment donné n'ont consulté les gens du terrain et qu'à aucun moment donné, on a décidé de fermer les EHPAD, d'interdire les visites sans se préoccuper. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des études qui sont en train de montrer qu'il y a eu autant de décès par le Covid que de décès par glissement, ce qu'on appelle le syndrome de glissement dans les EHPAD. Voilà, cette précision étant apportée, c'est bien. Donc, j'ai l'iPhone. Ah, allez-y. Oui, oui. Désolée, je ne sais pas pourquoi. C'est Nadia Spakir, je suis psychologue et je suis secrétaire syndicat national. La liaison est très mauvaise et hachée, on ne comprend absolument pas. Oui. Elle est... Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Ah, peut-être un peu mieux, essayez comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, on entend bien. Est-ce que c'est mieux? Allez-y. Oui, comme ça, oui. Ouais. Voilà. C'est parfait. Oui, donc vous avez entendu la présentation, non? Non, allez-y. Donc, c'est Nadia Swakir. Nadia Swakir, je suis psychologue et secrétaire régionale du syndicat national des psychologues. Dommage. Et oui, ça va pas mieux? Non, ça ne coupe pas. Vous êtes sur quoi? Sur un iPhone? Oui, sur un iPhone, il n'y a pas d'autre moyen de vous connecter? Non, le temps que j'installe ça sur l'ordi. Il faut enlever l'image. Peut-être essayer d'enlever l'image, couper l'image si vous pouvez. D'accord. Ok. C'est bon? Oui, allez-y comme ça. Peut-être vous allez gagner un peu en passage. J'espère. Bon, je préfère d'ailleurs, je n'ai pas envie de me voir au demeurant. Donc, je me présente, je suis Nadia Swakir. Je suis psychologue et secrétaire régionale du syndicat national des psychologues. Voilà. Oui, allez-y, continuez. Pour l'instant, ça va. Merci. Voilà. En fait, moi, j'attire un peu l'attention. Donc, on a adressé quelques courriers à Madame Begari sur le fait que les grands oubliés dans le Ségur sont quand même les psychologues. Il n'est nulle part fait mention de ce qui est envisagé pour eux, alors qu'ils étaient sur le terrain, ils le sentent tout le temps, et que c'est un peu regrettable. Donc, on attire quand même l'attention sur le fait que les psychologues, c'est les grands oubliés, et que en dehors du Covid, la situation des psychologues, notamment en FPH, mais dans tous les secteurs,
que ce soit dans la fonction publique hospitalière ou ailleurs, elle est déconsidérée, elle est pas reconnue. Donc voilà, j'interviens pour le moment, en tous les cas, pour attirer l'attention sur ce manque, cette lacune, je sais pas. C'est vrai qu'on n'est ni personnel médical, ni personnel paramédical. Donc, ça nous met peut-être dans une catégorie à part qui ne tienne pas compte de tout le travail accompli au quotidien. Partout, on a besoin de nous. Voilà, je vous remercie. D'accord. Alors, attendez, je reprends. Voilà, c'est bon. J'ai Jean-Claude Desraux et après, j'ai Madame Guérin à nouveau qui demande. C'est bien ça? Oui, donc moi, je m'appelle Jean-Claude Desraux, je suis militant mutualiste au sein des Mutuelles de France des Alpes du Sud qui rayonnent à la fois sur le 04 et le 05. Et je suis également responsable dans le département de Haute-Alsace de la Mutualité française. Donc, nous avons travaillé sur un certain nombre de problèmes. Et pour reprendre un constat qui a été fait tout à l'heure, cette séparation qu'il y a entre le sanitaire et le médico-social, nous proposons d'insérer les EHPAD dans l'offre de soins de premier recours, accessible à toute personne ayant besoin d'une expertise gériatrique, avec des missions élargies aux soins de premier recours, y compris aux consultations hospitalières avancées et en solution transitoire des sorties d'hospitalisation. L'EHPAD ferait ainsi partie du parcours de soins. Et puis, nous pensons qu'il faut concevoir un dispositif renforcé d'accompagnement à domicile avec les EHPAD comme pivot du dispositif. Les EHPAD constitueraient des plateformes gériatriques de proximité, proposant un bouquet de services modulable et adapté aux personnes à domicile, télésurveillance 24 heures sur 24, équipe mobile, dispositif qui viendrait en complément des services existants sur le territoire, les SAD, les SIAD, eux-mêmes renforcés, la coordination étant réalisée par les infirmières de l'EHPAD. Voilà un moyen très concret, et je sais que ça pose un problème de fond, mais qui pourrait nous permettre de rapprocher le sanitaire et le médico-social, d'être beaucoup plus efficace et surtout d'anticiper le vieillissement très fort de la population que nous allons avoir dans les prochaines années. Merci Jean-Claude. J'ai une Madame, alors j'en ai plusieurs, hein. J'ai l'iPad de Madame Guérin. Voilà. Est-ce que la dame Chantal, elle voulait parler aussi? Parce que tout à l'heure, j'ai vu un petit signe de main. Alors oui, alors moi c'est... Voilà, après Madame Guérin. Bonjour, je suis URPS infirmière PACA. Et voilà, je rejoins un peu tout le monde là par rapport le service à domicile, donc les psychologues. Donc nous aurions bien eu besoin des psychologues parce qu'on a vécu une période terrible, parce qu'on s'est retrouvés carrément abandonnés de tous. Et je voulais donner un petit mot pour l'ADMR qui, alors là chez nous, en tout cas moi je suis de la commune de Valençol. Ils n'avaient pas de fourniture, donc ils ont appelé les bénéficiaires et ils ont dit nous n'avons pas de pays, enfin nous n'avons rien. Nous risquons de vous donner le virus. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on vienne? Donc les gens ont tous dit non, ne venez pas. Et on s'est carrément retrouvés largués en sachant que votre rôle est primordial, hein, mais on s'est retrouvés au bout de quelques jours, il n'y avait plus à manger. Les frigos vides, les poubelles qui s'accumulaient, plus de linge pour habiller les gens, voilà. Hier, il y avait une réunion, avant-hier à l'ARS, j'ai bien parlé de l'augmentation de la rémunération, donc de ces personnes qui sont complètement nécessaires pour le maintien à domicile. Parce que nous œuvrons, donc les infirmières à domicile œuvront pour garder les personnes à la maison, c'est leur lieu de vie qui souhaitent ne pas quitter, surtout qu'ils ont souvent leurs habitudes avec les animaux aussi. Les animaux ne sont pas admis en EHPAD, et c'est des déchirements quand ils doivent partir. Donc on fait le maximum pour qu'ils restent à domicile. Et là, alors largués par l'ADMR, largués par les kinés. Les kinés, ça a été pareil, ils ont eu l'ordre de ne pas venir. Donc, nous avons eu des gens qui n'ont plus de soins, de mobilisation. Nous sommes retrouvés donc avec ce syndrome de glissement, les gens qui ont perdu du poids,
des gens qui perdaient la boule, hein, on va le dire, puisque si les psychologues avaient été là, ça aurait été un grand bien. Des gens qui ont eu des hallucinations, des gens qui ont maintenant encore peur de sortir. On a tout vu, on a passé un cataclysme en fait. Là, maintenant, c'est plus facile d'en parler. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont appelé les pompes funèbres. Ça a été vraiment un déclin total. Et avec surtout ce harcèlement à la télévision, de ce bombardage d'infos, de sous-infos, de masques, pas de masques, une trouille complète. Et nous, alors nous avons été à la quête des EPI, donc alors déjà, on a essayé de s'organiser entre nous, les filles ne répondaient pas, les infirmières. Je me suis tournée vers la CPTS de Riez, vers Madame Bagari, donc, hein, et du coup, il n'y avait pas de réponse. Malheureusement, ce n'était pas organisé. Ils se sont organisés entre eux, mais j'attendais beaucoup de la CPTS et je pense que la CPTS, c'est l'avenir. C'est l'avenir, parce que justement, si cette organisation avait été faite, nous aurions été sur le pied de guerre et savoir qui fait quoi, parce que là, avec tout le millefeuille que nous avons, il n'y avait aucun pilote dans l'avion. Donc voilà, on a eu cette impression, mais on a tenu le choc. On a demandé individuellement de trouver des masques, on a demandé à la population. Moi, j'ai fait sur les réseaux sociaux. Dans le village, on nous a donné des masques qu'ils avaient dans les ateliers parce qu'ils avaient des FFP2 finalement pour faire le bricolage. J'ai demandé à ce qu'on fasse tout de suite des masques en tissu parce que je savais bien qu'on n'aurions pas les masques en papier. Et la population a répondu, on nous a fait des masques en tissu en quantité. Il y en a eu à peu près 1000 qui ont été distribués sur Valençol. Elles ont fait 1000 masques en tissu. Et des blouses avec du papier qui venait d'horticulture, hein, c'est du papier, voilà, parce que ce qu'on avait commandé, même celles qu'on avait commandées de blouses, moi j'ai pu en avoir que 6 et elles se détruisaient. C'est vrai qu'elles étaient d'une qualité vraiment pas possible à manipuler. On nous a fait aussi des visières. Il y avait un monsieur là, qui nous a fait gentiment des visières avec en 3D, là voilà. Tout le monde, on a eu tout un élan de solidarité. Et puis moi, alors, je me suis construit, alors puisqu'on est une commune de 3000 habitants, nous sommes restés plus de 6 mois sans médecin. Il n'y avait qu'un médecin. Je me suis dit 3000 malades, ça va être chaud pour nous sommes que 5 infirmières. Donc, j'ai essayé de me faire un petit réseau. Alors, avec la mairie, ça n'a pas répondu. Hein, c'est ce que je regrette. À la limite qu'on nous dénigre comme ça parce que voilà, on m'a dit de me tenir à distance comme si j'étais une pestiférée. Voilà. J'ai eu l'impression que les élus se sont tous cantonnés chez eux. Ils avaient des ordres peut-être avant nous parce que nous, au niveau sanitaire, on n'avait rien. Donc moi, j'ai essayé de faire des liens. En fait, je ne demandais pas de l'appel, mais des liens parce qu'il n'y a eu plus personne dans la rue. Il n'y avait plus que les infirmières, les pompiers. Les commerçants hein, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, j'ai essayé de protéger les commerçants avant qu'il y ait le confinement. Le dimanche, je suis allée voir les commerçants pour leur dire « protégez-vous ». Et certains m'ont écouté, certains ne m'ont pas écouté. Et j'ai essayé d'avoir l'appui donc de la mairie par rapport justement à cette organisation. Mais ils n'ont pas compris, ce n'est pas leur métier. Donc, ils n'ont pas compris, je ne leur en veux pas. Mais j'aurais voulu qu'il y ait quand même… Je fais quand même partie du CCAS de la mairie de Valençol. J'ai été nommée et je n'ai pas été ni d'un soutien, ni d'un appui, ni d'un conseil. Ça m'a un peu perturbée, ça, voilà. Et alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des groupes WhatsApp et je me suis ralliée à d'autres. Il y avait un groupe sur Manosque, il y avait un groupe sur Sisteron. J'avais des antennes dans le Var. Avec l'URPS, bon, ils étaient beaucoup occupés, on a eu aussi des infos, mais j'ai essayé de faire mon petit état de siège là, parce que je ne savais pas du tout comment on allait se relever de ça. Donc, et la PTA, la PTA n'était pas en service, voilà, donc l'ARS débordait. J'ai même eu une boulangère qui revenait de Taïwan, je ne sais pas où, là, qui avait le masque là-bas, donc qui vendait le pain. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Enfin, plein de questions, voilà. Puis on a fait avec, on a pallié, et voilà, on s'est protégé, donc pour ne pas l'attraper, bien sûr, parce que nous sommes dans des vecteurs. En allant dans toutes les maisons, nous étions les vecteurs potentiels
de communiquer donc le virus à des gens très fragiles parce que j'ai des gens sous oxygène. Et j'ai même été obligée sur 2 maisons de marquer « Attention, coronavirus, visite interdite » parce que les voisins rentraient dans les maisons sans protection pour faire du lien, mais voilà, ça risquait d'être dangereux. Voilà, ça a été un peu l'état de siège et on s'en est quand même bien sorti parce qu'on n'a pas eu de gros cas. Voilà. D'accord. Merci. Avant de passer la parole, j'ai 2 demandes. J'ai Madame Guérin tout à l'heure, Céline. J'ai qui encore qui a demandé? J'en ai un autre là. J'ai vu, voilà, Jackie Kerjean, c'est ça, hein, ça sera après, parce qu'il faut aller cliquer, c'est pour ça que je ne le vois pas, moi. Hein. Je le marque, hein, Jackie Kerjean. Moi, c'est juste très rapidement, je pense que le mot là qui ressort, c'est de sortir du cloisonnement et de raisonner plutôt parcours que silo sanitaire, médico-social, etc. Nous, on a pu tester effectivement d'envoyer des infirmières, alors d'établissement à établissement et de spécialité à spécialité, puisqu'effectivement, on a aussi des établissements dans le Grand Est, en PACA et ailleurs en France. Donc, évidemment, les équipes pouvaient donner des renforts à leurs collègues. Et qu'il faut aussi miser là-dessus avec nos infirmières en pratique avancée qui sont aussi une vraie valeur ajoutée hein, pour les prises en charge. Je voulais revenir. Donc, le cloisonnement, c'était le premier point avec la réflexion plutôt au parcours. Le deuxième point, c'était l'agilité et Madame l'a très bien exprimé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes D, E, F, G, H et tout ce qui s'ensuit qui ont été inventés ou éprouvés en tout cas. Donc, évidemment, on a tous créé des trucs, des solutions de contournement, etc. Donc ça fait vraiment pour moi une partie de l'innovation. Alors là, c'est de l'innovation d'urgence, mais en tout cas, ça a donné des moyens de réflexion différents sur de l'innovation effectivement concrète, immédiate, mais aussi de l'innovation numérique. On a tous vu évidemment l'essor du numérique et c'est vraiment un volet très important, je pense, à retenir de cette crise aussi, c'est la place du numérique, que ce soit dans le télésoin, la télérééducation, télépharmacie, puisqu'on peut dire ça presque maintenant, et en plus de la télémédecine. Donc ça, on a vu de grosses avancées là-dessus, donc ça, c'est important. Et quand même, dans les points positifs, une vraie réactivité des textes réglementaires hein, qui ont suivi pas à pas toutes ces nécessités d'évolution, puisqu'il y a eu pléthore de décrets arrêtés, etc., durant cette période. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner dans les points positifs, puisqu'il y a eu quand même de la réactivité et de la... je ne vais pas dire de la simplification parce que c'était quand même très compliqué pour tout le monde, mais cette volonté d'aller de l'avant, et ça, je pense que c'est très important. Je vous remercie. Merci. Je m'inscris dans la discussion avant de passer la parole à Jackie après, dedans. Moi, ce que j'entends et ce que j'ai relevé dans le CHRS où je suis là sur Porte-Accueil, c'est à peu près les mêmes choses que vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu s'arranger avec les moyens du bord, trouver des solutions et qui manquaient de coordination. Moi, ce qui me semble, c'est qu'au niveau d'un département comme le nôtre ou comme les autres, il doit y avoir des cellules ou des organismes de coordination et notamment de prévention qui préparent pour le futur à vivre de telles situations, en s'appuyant sur ce qui a été vécu, sur les manques, prévoir les besoins, savoir comment on peut s'organiser. Et une cellule, je l'appelle cellule parce que je ne sais pas comment l'appeler, hein, ça peut être le CPTS, le CDS, mais je pense qu'il faut vraiment une cellule dédiée pour justement prévoir et ne pas se retrouver en difficulté, savoir qui peuvent être les interlocuteurs, de façon à ce que personne ne revive une telle situation. Parce que les systèmes D, l'innovation, les gens qui se trouvent bien dans des situations d'urgence, ça va un moment, mais si après ça ne suit pas, si on n'organise pas, ça va être très 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 difficile à vivre pour le futur. Ça, c'est le premier des éléments. Alors si c'est au niveau des départements, c'est au niveau de la région, c'est au niveau national aussi. Hein. Il faut savoir gérer les stocks, il faut que les entreprises refabriquent. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus. Ensuite, il y a la question pour les ADMR qui est posée, parce que comment est-ce qu'on revalorise les salaires en ADMR, comment est-ce qu'on revalorise les salaires dans les autres sections, dans les autres domaines. Excusez-moi, je n'ai pas arrêté mon téléphone, j'ai fait cette bêtise. Donc, ça vient sonner à côté.
Et je reprends. Donc, sur les fonctionnements d'ADMR, de CHRS, d'EHPAD et autres, il faut vraiment réinterroger les autorités de tarification. Parce que de toute façon, si la tarification elle ne change pas, attribuée pour les fonctionnements, dans ce cadre-là, il n'y a rien qui pourra changer. On pourra toujours essayer de réfléchir, mais lorsque l'on donne 5 ou 10 euros par heure pour l'ADMR sans prendre en compte les déplacements, ça ne peut pas fonctionner. Si on donne des sommes insuffisantes de fonctionnement au sein de CHRS, ça ne peut pas fonctionner non plus. Il y a obligatoirement des tailles critiques donc à prendre en compte. Et donc voilà, moi c'était ces deux, trois éléments-là. Une organisation à mettre en place qui tire les enseignements, qui prévoit le futur, mais en associant l'ensemble des acteurs. Par rapport à ça, dernière remarque, ça touche directement à l'ARS. Donc l'ARS, de mon point de vue, ça rejoint ce que disait Jean-François au départ, c'est-à-dire qu'on a un organisme qui est un organisme d'organisation, qui fonctionne avec des contrats d'objectifs, avec des objectifs à atteindre, non pas en matière de santé, mais en matière de ratio. Et si on ne va pas bousculer les missions de l'ARS pour la faire s'inscrire dans une dimension qui prenne en compte les dimensions que l'on vient d'expliquer là, ce sont des choses où on ne s'en sortira pas. Voilà pour ma contribution du moment. La parole est à Jackie. Voilà, Jackie. Merci. Donc, je me présente, je suis conseillère de délégation à APF France Handicap. Je rejoins un peu Chantal sur ce qu'elle a dit par rapport au fait que les organismes style l'ADMR, la Populaire, n'intervenaient plus chez les patients. On est quand même considérés comme des personnes sensibles, fragiles. Beaucoup de personnes se sont trouvées isolées parce que vu le département du 04, on est un peu de partout. Il y a des personnes qui n'avaient même plus de médicaments pour se soigner. Il a fallu que ce soit l'APF qui trouve des solutions pour aller directement chez l'habitant pour lui porter secours, parce que là, c'était carrément du secours. Des personnes qui étaient à risque avec un risque assez élevé de contamination n'avaient même pas un masque pour se protéger, pas un masque. Alors, on dit qu'on n'a pas été en pénurie, que c'était juste un petit manque, mais quand on sortait, on n'en avait pas. On faisait quoi? Et une chose, c'est que les personnes qui vivaient cloîtrées chez elles ne pouvaient parler à personne. Je rejoins la psychologue qui a parlé. Nous, on n'avait aucun contact avec l'extérieur. Bien sûr, on a notre famille, mais ce qu'on vit profondément, on ne peut pas le partager avec un professionnel de santé. On était quelque part en prison. Voilà. Sans les barreaux, mais on était en prison. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Rémi, oui. Rémi, je voulais intervenir parce que je pense que la plateforme territoriale d'appui doit quand même pouvoir répondre sur certaines interrogations et sur la coordination qui a quand même eu lieu dans le département. Je vais donner la parole. Voilà. Ah, je peux pas. C'est Malika. Tu peux donner la parole à Mission 1, s'il te plaît. C'est là. C'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bonjour, Delphine Claverie de la plateforme territoriale d'appui à Port Santé. Alors, on était bien présents, Chantal, hein, mais c'est dommage que c'est pas. Il doit y avoir quand même un souci de communication parce qu'on a été très actifs et notamment avec tous les organismes. Là, il y a Nathalie Blanc pour la CPTS de Castellane, mais justement, on a trouvé que les organisations des futurs CPTS ou des CPTS qui sont de RIES, ça a quand même bien fonctionné pour la solidarité, pour les circuits d'information
Et on a essayé à une échelle départementale d'être assez actif pour vraiment aider la population. Après, tout n'est pas résolu et on entend qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de... Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait des choses à améliorer, mais qu'il y avait quand même dans l'urgence, on a tous beaucoup communiqué. Nous, on a eu, par exemple, le 04, on a eu beaucoup plus d'appels sur la plateforme que dans le 13, par exemple, parce que vraiment, les gens étaient en demande de solutions, d'informations. Et ça a bien fonctionné sur notre département. À petite échelle, évidemment, je comprends qu'il y a des manques. Par rapport au monsieur qui disait, qui était en CESU, vraiment, je crois que vous avez été les grands délaissés, les personnes indépendantes en CESU, parce que vous étiez tout seul, on ne pouvait pas vous fournir de masques. Et par exemple, j'ai énormément cherché, je n'ai pas trouvé de solution pour pouvoir déjà... Vous êtes indépendant, seul, et je ne savais pas comment vous atteindre pour vous proposer des masques. Il faudra vraiment trouver des solutions par rapport à ça. Et les infirmières libérales, vous avez été extraordinaires, mais on était quand même là en soutien et beaucoup nous ont appelés. On a essayé d'être là. Bon, on en reparlera. Pourquoi l'information n'a pas été à tout le monde. Mais voilà, il y a des choses à améliorer. Mais moi, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être mon optimisme, qu'il y a des organisations locales qui se sont mises en place et qui étaient quand même efficaces, il me semble. Voilà. Donc, à poursuivre. Voilà, c'est la réaction. Pierre Arnoux. Faut allumer le micro, Pierre. Qui c'est qui donne le micro pour Pierre? Voilà, c'est mieux. Voilà. Oui, alors effectivement, quand on est avec le CESU, il a fallu se débrouiller pour trouver des masques. Moi, j'avais la chance d'avoir un stock perso, donc j'en avais dès le départ. Je voulais revenir sur un petit point. On a parlé, oui, c'est bien, il y avait du numérique, il y avait beaucoup de choses. Quand on a affaire à des personnes qui ont 93 ou 95 ans, l'ordinateur n'existe même pas. Donc là, le numérique n'existe pas du tout. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure du phénomène de glissement. Se retrouver seul, même avec des contacts téléphoniques avec la famille, parfois éloignés, ça ne suffit pas. Il faut un lien. Il faut un lien direct. Pour moi, je pense que c'est primordial. Donc moi, je n'ai pas pu travailler en journée pendant toute cette période. J'ai fait des appels téléphoniques effectivement tous les jours et j'ai fait une visite par semaine avec beaucoup de précautions, avec une grande distance, mais c'était essentiel pour eux. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais appuyer. Et je ne parle même pas, puisque c'est un petit peu le projet que je voulais présenter aujourd'hui, mais bon, ça, c'est pas, on en parlera peut-être plus tard. J'ai vu des couples avec des proches aidants, avec un conjoint Alzheimer, se débrouiller, mais totalement seul pendant 2 mois. Et ça, c'était très, très difficile. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça aussi, où il va falloir prendre en compte aussi ce phénomène des proches aidants et s'y pencher très sérieusement. Et puis, un dernier point, je pense qu'on va y venir, ça m'a intéressé, je crois que c'est valable dans tous les domaines, c'est la formation. C'est dans les aides à domicile, je pense qu'il y a un besoin énorme de formation. Je vois arriver beaucoup de gens qui font de l'aide à domicile parce qu'ils ont trouvé un travail. Malheureusement, ça a été précisé tout à l'heure avec la dame de la DMR, excusez-moi, je n'ai plus votre nom, mais c'est un travail qui est difficile. Parfois, on est confronté à des situations de crise, à des problèmes médicaux importants. Et il faut vraiment que les intervenants soient formés. Voilà. Alors, j'ai Jean-Claude Hérault, ensuite Jean-François. On va mettre le micro à Jean-Claude. Jean-Claude, il faut mettre le micro. Oui, ça y est, je l'ai trouvé. Oui, puisqu'on parlait des plateformes territoriales d'appui, je suis sur leur site internet, là, effectivement, il y a beaucoup d'informations, on ne peut pas dire qui sont restées inertes dans cette crise qui nous a quand même pris de court, hein, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, la conférence, la visioconférence cet après-midi, bon, je passe sous le contrôle de Madame la députée, mais ce n'est pas uniquement de faire le constat, c'est de travailler sur des pistes d'amélioration pour que si une nouvelle crise devait arriver, on soit beaucoup plus opérationnel. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on tire un certain nombre de conclusions. Et parmi ces conclusions, il y a les propositions que je faisais autour du parcours de soins des personnes âgées liées aux EHPAD, mais
nous pensons à la mutualité que le rôle structurant des ARS doit évoluer au niveau des territoires et pour laisser un peu plus de place, je dirais pas un peu, plus de place à ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Ainsi, la gouvernance de tête doit plus associer les soignants, les financeurs, les autorités administratives, les représentants des patients et des collectivités locales. Cette dimension de démocratie sanitaire doit évoluer vers un rôle décisionnel et non plus simplement consultatif, comme c'est aujourd'hui le cas des CRSA. Donc, je pense que là, on a une véritable réforme à engager. Et là, bien sûr, je m'adresse à Madame la députée pour lui dire que si on ne fait pas évoluer les missions des ARS, on va faire du surplace. Et il faut le faire rapidement, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise sanitaire qui puisse poindre le nez dans les prochains mois. Donc, pour ma part, je dirais que ça, c'est une chose prioritaire. Sur les CPTS, ça a été dit. Tout à l'heure, nous avions un conseil d'administration d'une CPTS. Bon, ce n'est pas dans le département des Hautes-Alpes, mais dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, mais c'est dans les Hautes-Alpes. C'est la CPTS de Champsaur-Val-Godemar. Je pense qu'il faut effectivement qu'on continue à développer ces CPTS, qui sont vraiment une mise en réseau des acteurs de la santé. Ça nous paraît essentiel dans des petits territoires, mais il faut le faire rapidement. Il faut le faire déjà le bilan des CPTS existantes, savoir quelle plus-value ils ont apporté pendant la crise, et il y en a de la plus-value, et savoir comment on va rapidement les faire évoluer. Et il faut faire en sorte aussi que tous les acteurs de santé soient associés à la création et à l'évolution des futurs CPTS. Oui, moi je voulais… Jean-François, voilà. Oui, je voulais dire par rapport à ce que dit Chantal, c'est qu'il y a des communes qui se sont vraiment impliquées. Moi, je suis nouveau élu dans la commune de Vologne. On a été mobilisés, on a articulé avec la maison de santé, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est devenu, qui est indispensable dans ce point. Le deuxième chose que je voulais dire, c'est la formation. Il est important que les personnes qui interviennent à domicile soient formées. Plus elles seront formées, plus l'exigence d'un salaire autre pourra être fort. Et ça, c'est vraiment une question fondamentale. Et le dernier point, je rejoins tout à fait Jean-Claude sur l'évolution des missions des ARS, et je vais même plus loin sur la composition même des ARS. Parce que la façon dont structurellement sont composées les ARS, on voit in fine une certaine technocratie et une planification qui se met en œuvre, qui est complètement déconnectée du terrain. Je partage tout à fait, je le dis en passant. Donc, Chantal. Il faut allumer le micro. Je rejoins par rapport aux ARS. Oui. Ah, pardon. Chantal, ouais. C'est laquelle? Chantal toute seule, voilà, oui. Ah, parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça, d'accord. Oui, c'est par rapport à l'ARS. Donc, l'URPS a demandé pareil, justement, que ce qu'on a remarqué, c'est que nous sommes donc des gens de proximité, là. Nous nous connaissons bien dans le 04 et nous connaissons le territoire. Et ce qui serait bien, c'est que les infirmières, donc, aient plus d'autonomie par rapport à leurs connaissances, leurs compétences, et l'ARS aussi, parce que ça serait vraiment génial qu'il y ait une bonne connaissance du terrain et de l'ARS, parce que l'ARS départementale attend toujours donc les ordres d'en haut. Et en haut, disons à Paris, ils ne connaissent pas nos besoins ici. Alors qu'ici, on pourrait agir directement avec l'analyse des données que nous avons et donner plein pouvoir aux gens qui sont sur le terrain. Donc, c'est ça que nous attendons, qu'ils aient plus de facilité à intervenir et ne pas attendre que ça vienne d'en haut. Il faudrait qu'ils aient de l'autonomie, comme les infirmières aussi. Avec toutes les compétences qu'on a, on peut aider activement, mais on ne nous laisse rien faire. On a été ni dans la prévention, on n'est pas non plus dans les tests, on est dans rien du tout. On se sent quand même évincé alors que nous étions une véritable armée sur le terrain. Et nous n'avons pas pu mettre à bien nos compétences. Voilà, on a été mis de côté. C'est ça qu'on revendiquait. Et l'ARS, franchement, on les appuie pour qu'ils prennent du pouvoir, voilà, sur le département. D'accord. Avant de passer la parole à DMR, parce que je vois qu'avait demandé tout à l'heure, je reprends par rapport au débat sur l'ARS. L'ARS, on en parle en tant qu'institution.
on ne parle pas de la capacité des personnes qui sont à l'intérieur. Parce que si on leur donne des budgets supplémentaires pour créer des lits supplémentaires, pour venir en aide à tel secteur, que ce soit les infirmières, que ce soit la DMR, que ce soit les centres de santé, ils sauront faire. Donc, l'ARS, c'est d'abord et avant tout un organisme de l'État qui est financé par les cotisations que vous connaissez et par l'État. Et si les modes de financement et les objectifs ne changent pas, on pourra toujours penser d'améliorer l'ARS, mais on sera toujours dans ce que disait Jean-François tout à l'heure, ce qu'il a dit au départ, c'est-à-dire on est sur de la réorganisation, de l'optimisation de ce qui existe. Et si on est dans une démarche comme ça, on ne bougera pas. On a vraiment intérêt à travailler là sur les budgets. Donc on envoie le message à Madame la députée pour lui dire on est derrière vous, voilà, dans ce cadre-là. Bon, ensuite, qui avait demandé? J'avais Céline qui avait toujours... C'était Céline? Qui? Oui, non, mais c'était Chantal. Chantal, l'autre Chantal ADMR. Voilà, allez-y. Voilà, allez-y. L'autre Chantal ADMR. Non, moi, c'était juste pour intervenir sur la formation. En effet, nous sommes très conscients que nos salariés doivent être formés et vraiment formés sur beaucoup de sujets, y compris Enfin, bon, je le dirai après, mais je voulais dire surtout qu'on avait créé notre propre centre de formation en partenariat avec la Fédération des Hautes-Alpes. Nous avons créé notre propre centre de formation pour former nos salariés, effectivement, puisque nous les formons sur la pratique, sur la distance professionnelle, sur des problèmes de bénéficiaires qui ont des pathologies psychiatriques, etc., etc. Donc, nous avons créé notre propre centre de formation, ADMR. L'ADMR du 04 et 05. Voilà. J'en profite pour... et aussi, pour poser une question, notamment sur la formation. Je trouve ça très intéressant de la faire en plus de façon groupée et pas éloignée les uns des autres. Voilà, et on peut s'organiser avec différentes structures ou différentes associations pour porter des formations qui soient locales et qu'on n'ait pas à faire déplacer les gens de façon importante. Je pense que ça, c'est multipliable sur beaucoup de champs, en tout cas sur le département, que ce soit dans le domaine du soin ou pas d'ailleurs. Je vous pose une question par rapport à la valorisation ou revoir la grille des salaires. Moi, je me posais une question et qu'on pourrait poser aussi également à Madame la conseillère départementale qui est en charge des personnes âgées et que j'ai vu là, c'est Daniel Urquizard. Est-ce qu'on pourrait aller, est-ce que vous semble pertinent d'avoir une rémunération au forfait qui pourrait mettre, en fait, qui soit au forfait de soins donnés à la personne, hein, de soins à domicile donnés à la personne, et qui inclurait bien entendu ce temps de concertation aussi qui manque certainement, et parce que actuellement vous êtes quand même rémunéré que à l'heure. Les aides à domicile sont rémunérées uniquement à l'heure, et c'était une question que je pouvais me poser et que je pose de façon très très concrète sur la loi grand âge qui va arriver. C'est des questions de financement de ce type-là qui vont arriver. Alors après, évidemment, il va falloir voir le financement qu'on peut avoir entre l'État et le conseil départemental, hein, puisque c'est le conseil départemental qui paye, hein, l'APA, en tout cas qui fait une grande partie des rémunérations. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette rémunération au forfait éventuel. Je note Jean-François. Ou qui doit allumer son micro? Il y a une question qui était posée, là, est-ce qu'on peut y répondre? Oui, une question sur le forfait. Moi, je serais prudent dans la mesure où les infirmières qui sont payées sur certains actes au forfait se plaignent énormément, j'allais dire, de ces 10 forfaits, parce qu'elles ne recouvrent pas, en fonction de l'évolution des soins et de l'évolution des pratiques, la réalité du terrain. Oui. Bon, dans tous les cas, on ne peut pas répondre pour le conseil départemental. Ah, mais s'il faut allumer le micro pour que ça... Parce que je vois quelqu'un qui parle, mais on n'entend pas.
J'ai pas d'autres. Oui, Malika, c'est Lucien, c'est Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, voilà, c'est bien, merci. Vous il y a écrit Lucien, mais c'est madame. D'accord. C'est parce que j'ai le portable à monsieur. Voilà, c'est pour ça. Merci, Malika. Voilà. Oui, je comprends pour au forfait, mais bon, c'est difficile aussi. Parce que certaines personnes sont assez exigeantes. Moi, j'ai un gros problème en ce moment je suis madame le maire de Saint-Just et je suis conseillère départementale. J'ai remplacé Delphine. J'étais sa suppléante. Et je sais qu'avec certaines personnes, c'est difficile d'arriver à conjuguer le travail, ce qu'il y a à faire. Elles sont toujours un peu exigeantes et tout. Ou alors, il faudrait bien mettre les choses au clair, dire voilà, ça c'est un forfait, elle vous fait ça. Et quand c'est fini, parce qu'il y a certaines personnes, moi j'en connais, bon, il faudra que je voie la responsable de la DMR, parce que depuis que nous n'avons plus le siège à Moustier, c'est un peu la pagaille à Valençol. Je regrette de vous le dire. Et je suis confrontée à ce problème avec une personne du village. Et puis il y a aussi, la personne a dit, il n'y a pas de soutien. Mais moi, en mairie, je suis ouverte à tous les soutiens. Moi, je veux bien rendre service, dire aux gens où aller et tout. Je comprends Valençol, c'est grand. Bon, nous, on n'est pas nombreux, mais il faut aussi que les personnes viennent en mairie, nous demandent. Voilà. Moi aussi, j'ai fait faire des masques parce que j'ai acheté 500 masques au mois de février et j'en ai reçu 50. Je comptais avoir des grands cartons, il est arrivé avec une enveloppe. 50 masques sur les 500 que j'avais commandés. Donc, j'ai mis en place aussi des couturières, on a trouvé du tissu et j'ai fait faire 2 masques à chacun. Donc, on est 130, on a fait à peu près 500 masques. On est un petit village, on a fait 500 masques pour que tout le monde soit protégé. Voilà, je pense qu'aussi, il faut mettre à contribution les communes, surtout les petites communes, nous, on se connaît, on connaît tout le monde. Moi, je connais tout le monde, donc c'est la moindre des choses. Après, pour les départements, il va falloir que je voie avec les responsables. Mais je ne sais pas, moi, le forfait aussi, je sais que les infirmières qui viennent se plaignent aussi de... Voilà. Alors, ou alors, il faudrait bien structurer les choses. Il faudrait surtout leur payer les déplacements. C'est ça, surtout leur donner un forfait par rapport aux déplacements, surtout. Parce que les heures, elles sont des heures de ménage, mais je sais que les 3/4, moi j'habite Saint-Just, et pour venir jusqu'à Saint-Just, c'est pas facile. Voilà, ils ont beaucoup de routes, les gens, les personnes de la DMR ont beaucoup de routes pour venir suivre. J'ai vu Chantal. J'ai plusieurs intervenants. Hein. Il y a, je veux dire, Chantal Adémer, il y a Pierre Arnoux qui a demandé à nouveau, et puis j'ai aussi Céline, c'est bien ça, qui a demandé. Aussi. Bon, là, non, parce que je vois toujours la main levée, hein, c'est pour ça. Donc, faut mettre les mains derrière le dos. Bon, allez, Jean-François et après Pierre. Non, pas Pierre, pardon, d'abord. Oui, en ce qui concerne le forfait, c'est un petit peu ce que disait Jean-François. On a sur 7 ou 8 interventions dans la semaine, 7 ou 8 personnes complètement différentes et 7 ou 8 personnes qui évoluent tout le temps. Donc, c'est très difficile de poser un travail et de créer un forfait. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Ok. Avant de repasser la parole à Chantal Adémer, je me redonne la parole, hein, c'est le privilège de l'organisateur après tout. Attention de ne pas avoir que des réflexions techniques à partir de budgets étriqués ou des budgets fixés au départ. Parce que si on ne parle pas de la politique santé que l'on veut mener dans les départements, dans les régions, au niveau national avec les moyens afférents, on sera toujours sur le même questionnement. On pourra toujours réfléchir sur le forfait, sur la valeur horaire à déterminer. Dans tous les cas, si les moyens ne suivent pas, on pourra pas. On va toujours réfléchir sur quelque chose qui est peau de chagrin. Et on est quand même dans un département où on a une population qui vieillit et à l'horizon 2050, le nombre de personnes âgées va être extrêmement important. Donc, il faut intervenir à la fois
dans la dimension, c'est-à-dire technique, organisatoire, ça vous savez tous très bien le faire, chacun dans vos domaines, mais si la question elle n'est pas posée de façon politique pour savoir quels moyens on met derrière, on va toujours retomber dans les mêmes errements. Voilà, je voulais repréciser ça. Qui avait demandé la parole? J'avais Pierre qui avait toujours la main levée. Ah si, il y avait Chantal, pardon, Chantal ADMR. Mais il faut brancher le micro. Oui, voilà, ça y est. Oui, je voulais dire d'abord à Mme Urquizar et à tout le monde que nous, la ADMR, nous payons les kilomètres de nos salariés. Chaque déplacement est payé à nos salariés. Elles sont en télégestion. Dans la télégestion rentre le temps de travail chez le bénéficiaire et le temps de déplacement ou le temps de trajet. Et tout ceci est remboursé à nos salariés. C'est une des rares organisations qui le fait, mais nous tenons à le signaler. Après, nous, nos salariés sont payés, elles sont salariés, donc elles ont un salaire au mois, et c'est des accords de branche ministériels. Et nous, quand on parle de revalorisation des salaires, c'est que les catégories socio-professionnelles de nos salariés sont basses. Elles sont payées au SMIC et au plus bas échelon. Après, nous revalorisons au fur et à mesure des catégories, des coefficients en fonction de si elles sont aides à domicile, auxiliaires de vie, intervenantes assistantes de vie, puisque nous embauchons quand même à la DMR, nous allons de l'aide à domicile aux infirmières coordinatrices, psychologues, etc. Nous avons beaucoup de catégories socio-professionnelles, mais ce sont des accords de branche et les plus bas salaires sont au SMIC. Et c'est en cela que je disais qu'il fallait revaloriser les salaires. Mais nous, un forfait, non, on ne rentre pas du tout dans ce cadre-là. Et voilà, et on paye les kilomètres à nos salariés. C'est ce que je voulais dire. Voilà, j'ai Malika. Il faut remettre le micro. Bonjour. Voilà, Chantal, c'est Madame Urquizar, c'est Daniel. Moi, j'ai été confrontée à ce problème. Quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis cassé la cheville. La réponse a été, on ne peut pas venir chez vous parce qu'il y a trop de kilomètres. Donc, je l'ai annulé. J'ai eu personne pendant, j'avais 10 heures, hein, c'est pas beaucoup. C'était juste pour mettre en place, pour quand j'arrive à la maison, que tout soit en ordre. La réflexion a été, vous êtes trop loin, on ne peut pas payer le déplacement. Et c'était quelle vous avez la DMR, la DMR de Moustier. Oui, j'entends bien, mais Moustier. Alors bon, maintenant, je vais en parler au président. Non, mais je vais en parler quand même au président parce que c'est vrai qu'après, c'est vrai que nous fonctionnons en milieu associatif et c'est vrai que c'est difficile de comprendre pour les personnes puisqu'il y a une fédération, il y a une union nationale ADMR, après il y a le comité régional, il y a la fédération et après chaque association locale est en gestion autonome quand elle a des présidents. Et c'est vrai qu'en fonction, normalement, nous avons tous la même ligne de conduite, la même façon de fonctionner, mais c'est vrai qu'après, chaque président met en place certaines règles et que nous ne sommes pas toujours au courant de certaines pratiques, mais ça, je vais le faire remonter à M. Kuhn, qui est président de l'association, qui est l'association maintenant de Valençol, qui est Moustier avec Réaux et Ries. Voilà. C'était pas une critique, c'était un fait. C'est pour ça que. Non, mais je vais quand même le signaler parce que normalement, nous ne refusons pas et voilà. Donc, j'ai eu personne. Merci, madame. Voilà. Ben, je le regrette. Hein. C'est pas du tout dans ma conception de travail, mais je vais le faire remonter parce que c'est pas du tout. Ça me plaît pas. Voilà. J'ai pas d'inscrit pour l'instant. Donc, je me redonne encore un peu la parole. J'en profite là, sur ces questions de déplacement. C'est-à-dire que dans des départements comme le 04 ou le 05, qui sont des départements similaires, on a une population qui est faible, d'énormes distances à parcourir pour aller intervenir auprès de bénéficiaires ou d'usagers.
Et la question qui se pose, quand on regarde le fonctionnement d'organismes similaires sur les Bouches-du-Rhône ou dans la région parisienne au regard des déplacements et du nombre, c'est vrai qu'il y a une question le coût n'est pas le même à partir du moment où on a 20 personnes qui en servent 100 000 sur 20 km ou 20 personnes qui en servent 10 000 ou 15 000 sur un rayon de 150. Et donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir au niveau des services de l'État, voire de l'ARS. Je reviens toujours sur ma notion d'autorité tarifaire, c'est-à-dire ce qui va déterminer après comment on va aider les structures à fonctionner. On a peut-être la question d'une péréquation à mettre en œuvre de façon à ce que ceux qui n'ont pas beaucoup de kilomètres contribuent à ceux où il y en a beaucoup. Je donne un exemple que tout le monde connaît bien, c'est le prix de l'énergie électrique, que l'on habite à Saint-Just, que l'on habite à Paris, que l'on habite à Lille, que l'on habite à Bordeaux ou n'importe où. Le prix de l'énergie est le même parce qu'il y a une péréquation qui est faite sur le déplacement et les coûts pour arriver chez l'usager. Donc, il y a peut-être là aussi des choses à réfléchir. Je me donne encore un peu pour les personnes âgées, notamment sur le maintien à domicile. Ce sont des choses qui ont été traitées dans les questionnements qui ont été adressés. C'est qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait. Alors, il y a déjà un certain nombre de propositions qui sont faites par des organisations, mais moi, je me rappelle, pour avoir été élu aussi, que pendant un moment, on réfléchissait sur les parcours locatifs. Donc des choses à réfléchir, soit au niveau d'une commune, soit au niveau d'une communauté de communes ou d'agglomération, de façon à ce qu'en fonction des âges et des besoins, on puisse trouver des logements sociaux qui soient adaptés et qui soient construits pour recevoir soit des personnes âgées avec des logements qui leur permettent de se déplacer facilement et qui soient bien adaptés à ça. Donc la notion de parcours locatif. Alors, ce n'est pas une question nouvelle, mais ce sont des choses que l'on doit avoir. Autre élément aussi, c'était sur... Je participe depuis... Après, je vois Jean-François qui lève la main, je lui passerai la parole après. Depuis quelques mois, à la réflexion sur le projet territoire santé mentale. Donc, je sais qu'on s'est vu avec la PTA dessus, je me souviens maintenant. Et donc, là, il y a vraiment un manque énorme sur le département. Je sais que ça va intervenir dans un autre atelier, mais il n'empêche quand même que on a beaucoup de médico-sociales de structures de médico-social qui ont besoin d'aide en matière de psychiatrie. Et là, il y en a beaucoup qui sont à la ramasse. Alors, on sait que la PTA, la plateforme, elle essaie toujours de trouver des solutions. Ça, pour en étant porte-accueil, je le sais quand les collègues ils en parlent. Mais il n'empêche que c'est pas. On a vraiment besoin là aussi d'apporter. Alors, la réflexion qui est en cours au niveau du département. Lors de la dernière réunion qu'on a eue, alors c'est pas un scoop que de dire ça, mais c'était de dire il faut aller sur c'est ce que tout le monde disait dans le groupe, hein, c'est le docteur Pradier, ma mémoire est bonne, voilà, qui l'anime, c'est de dire il faut créer une équipe sur le département, une équipe mobile, créer une équipe ex nihilo. C'est-à-dire qu'on n'aille pas puiser là où il existe quelque chose pour faire, mais vraiment créer une équipe qui puisse répondre aux besoins. Donc ça, je voulais le dire. Ça sera sans doute dit dans d'autres ateliers plus tard, mais je voulais y revenir dessus. Dire encore un point avant de repasser la parole à Jean-François. On fait quasiment tous partie des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a tous ceux qui travaillent avec la PTA. Pour moi, c'est une forme technique, hein, dans tous les cas. Voilà. Mais par contre, les entreprises de l'ESS qui travaillent là-dessus, on aurait peut-être intérêt, je ne sais pas, on aurait peut-être, c'est même certain, à se rencontrer pour partager et pour travailler un peu plus ensemble et se dire, bon, voilà, on forme vraiment un groupe. Et d'ailleurs, tout le monde y aura intérêt, à la fois le conseil départemental, à la fois les élus nationaux et locaux, les structures de l'État, parce qu'ils auraient en face d'eux une structure plus collective, plus structurée, capable d'apporter des éléments concertés, des objectifs partagés. Donc, c'était une proposition qu'avait faite la Mutualité française en début d'année en disant qu'il faut essayer de lancer quelque chose pour se retrouver. On devait le faire dans ce
en fin de deuxième trimestre, mais la Covid est arrivée, on n'a pas pu lancer le truc. Donc, par contre, vous allez dans pas très longtemps, on va vous ressolliciter à nouveau. Alors, ça c'est pas une manière de continuer ce qui est fait, mais ça sera aussi une manière de participer, de se structurer pour être un peu plus fort. Jean-François. Mais il faut mettre le micro. Oui, je voulais réagir sur deux choses. La première, sur les déplacements et la notion de territoire. Ça rejoint la question que Rémi, vous avez tout à l'heure dit. À un moment donné, si on veut ne pas calquer des réponses sur l'ancien monde, il faut prendre en compte la réalité du territoire et peut-être doter les structures qui ont des personnes à domicile de moyens. C'est-à-dire que la question de payer les kilomètres, c'est peut-être je ne pense pas que c'est une bonne réponse de payer les kilomètres. Il y a toujours des perdants dans ces histoires-là. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant et on l'a vu se développer. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans l'Oise, qui est un département semi-rural, dans lequel je travaillais en santé mentale et j'avais un véhicule à disposition qui me permettait d'intervenir à la fois en situation de crise et en situation de suivi. Voilà, donc on voit qu'il y a des exemples, notamment la psychiatrie, j'allais dire en termes de prévention, parce que on a beaucoup parlé soins, mais je pense que dans le département, moi j'y suis maintenant depuis 2 ans, ce qui me surprend, c'est au niveau de la prévention. Je veux dire, il y a vraiment tout un travail à faire. Vraiment, en France, on ne sait pas financer la prévention. C'est-à-dire qu'on finance que le soin. Maintenant, on commence moi, je pense qu'il faut réfléchir au niveau de la prévention. Et dernier point, concernant votre idée d'équipe mobile de psychiatrie, faites très, très attention. J'ai 30 ans de psychiatrie derrière. J'ai énormément rencontré d'équipes mobiles de psychiatrie. Ça coûte très, très cher pour des réponses qui sont parfois discutables. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, je dis juste que la PTS, le projet de territoire santé mentale, réfléchissait là-dessus en disant que c'était quelque chose qui pouvait correspondre. Mais après, les décisions sont… Voilà, non, oui, mais c'est pas le… Hop, attendez. Parce qu'après, tout le financement va partir dans cette équipe mobile. Si vous pouvez vous rapprocher, par exemple, d'un département comme les Yvelines, qui ont une équipe mobile, j'allais dire, tout le financement est parti au détriment du soin et du médico-social. C'est pour ça qu'il y avait la création ex nihilo, je disais tout à l'heure, mais bon, on a bien entendu, comme on est quelques-uns ici à y participer dans le projet de territoire santé mentale. Ex nihilo pour la création, mais pas ex nihilo pour le modus vivendi. Oui, d'accord, entendu. Ce sont des choses que l'on précisera. J'ai pas d'autres si Céline, voilà. Céline. Oui, sur la prévention, je rejoins tout à fait monsieur qui vient de parler. Et c'était juste pour signifier que les professions de santé souhaitent aussi intervenir sur la prévention bien plus en amont. Par exemple, les pharmaciens d'officine trouvent en effet anormal d'être rémunérés sur de la vente de boîte une fois que c'est trop tard, que le patient est malade, et ils souhaitent bien sûr agir en amont de ça. Donc il y a des entretiens pharmaceutiques qui sont créés, enfin il y a tout un tas de choses qui commencent à être créées dans les officines, et on essayait de mettre côté MGN un partenariat avec la faculté Aix-Marseille de pharmacie sur la collaboration université et organismes de prévention en soutien financier, sponsors, etc., qu'on pourrait représenter auprès des professionnels de santé. Donc, c'est aussi réfléchir à une autre prise en charge de la santé, accompagner des professionnels de santé qui sont dans l'attente du go et dans la volonté de faire. Mais tout ça, il faut évidemment le mettre en œuvre et le modéliser, mais je pense que le volet prévention, il est essentiel et qu'il faut y associer les professionnels de santé bien en amont, c'est-à-dire pendant leurs études. Donc, ça commence à arriver, mais c'est évidemment tard. Mais mieux vaut tard que Nathalie qui jamais. levait la main. Nathalie, il faut mettre le micro. Ça y est, j'ai mis le micro. Bonsoir à Bonjour. tous. Oui, alors là, je me permets de rebondir sur les propos de Céline. Effectivement, on a un grand besoin de prévention et de dépistage. Et dans les CPTS, donc ça peut être, c'est une des missions majeures donc, de ces organisations de coordination. Et je voudrais insister sur les infirmières de pratique avancée. Donc, il y a eu déjà Céline qui en parlait tout à l'heure. Donc, ces infirmières de pratique avancée sont des infirmières qui ont des compétences élargies avec 2 ans de master après donc leur diplôme d'infirmière.
C'est souvent des infirmières à qui on demande aussi d'avoir 2 ans de pratique sur le terrain. Donc, ça fait, pour avoir une infirmière de pratique avancée, une infirmière qui a 7 ans d'expertise minimum. Et la rémunération qui est prévue pour les infirmières de pratique avancée risque, en tout cas, de tuer la pratique avancée dans l'œuf avant qu'elle puisse se pratiquer sur les territoires, alors qu'elle serait vraiment un gain énorme pour la population grâce à ces missions qui sont de nombreux ordres, donc en support médical avec une clinique, une expertise clinique qui est à développer en collaboration, en coordination avec des équipes médicales. C'est des missions de transversalité, donc qui va permettre le lien direct entre le milieu médical et le milieu socio-médical ou médico-social, qui va permettre le lien en fait avec tout ce qui concerne le patient, qu'elle va remettre au centre des préoccupations. Et le volet aussi prévention est majeur dans les missions de la pratique avancée infirmière, avec des programmes de prévention qui peuvent être créés et adaptés directement sur les populations dans lesquelles elle va pouvoir intervenir. Donc, c'est quelqu'un qui sera en proximité sur des préventions ciblées sur des populations de territoire. Et malheureusement, toutes ces missions-là ne sont absolument pas valorisées dans les rémunérations des pratiques avancées. C'est-à-dire, pour ainsi dire, qu'il n'y en a pas, quoi. C'est-à-dire qu'une infirmière de pratique avancée, pour pouvoir proposer de la prévention, du dépistage, etc., sera obligée d'être salariée soit par une organisation, une structure comme une CPTS par exemple, soit une maison de santé, soit une association comme Azalée par exemple, pour ceux qui connaissent, qui œuvre énormément dans la santé publique. Voilà, donc je tenais à vraiment mettre en exergue cette nouvelle avancée du monde de la santé qui est tout récent. Et les premières infirmières de pratique avancée sont sorties l'année dernière, mais déjà, on est en train de tuer dans l'œuf cette nouvelle perspective qui rendrait beaucoup de services à tout le monde. Juste une question, s'il vous plaît, par rapport à ça, justement, il n'y a pas de tarification à l'acte, donc qui est faite encore pour les pratiques avancées. C'est bien ça. Donc, il faudrait que l'on puisse créer de façon réglementaire des actes pour ces pratiques avancées. Que pensez-vous? Parce que nous avions, discuté dans notre groupe parlementaire aussi, d'une spécialisation en soins palliatifs. Absolument. Et gériatrie notamment. Et moi, je pensais aussi notamment pour pouvoir aussi devenir, qu'on arrête les médecins coordonnateurs dans les EHPAD et qu'on puisse éventuellement, qu'on arrête ou qu'on continue, mais qu'on puisse, s'il n'y a pas de médecin coordonnateur, mettre en place une infirmière en pratique avancée en gériatrie, parce qu'il me semble qu'en plus, ça serait beaucoup plus pertinent. Ça, c'est mon point de vue. Absolument. Alors, vous avez entièrement raison. L'infirmière de pratique avancée est tout à fait capable de pouvoir coordonner dans un EHPAD les soins aux patients de manière transversale, toujours en collaboration avec des médecins, évidemment, puisque les infirmières de pratique avancée ne sont pas ni des super infirmières ni des mini-médecins. Elles travaillent en transversalité, en collaboration et en complémentarité. C'est-à-dire qu'il en faudra toujours une entente et une collaboration avec un médecin généraliste qui soit éventuellement le médecin généraliste de la personne qui est en EHPAD, avec lequel elle pourra discuter. Mais effectivement, la pratique avancée en géronto est quelque chose qu'il va falloir aussi développer. Donc, il en existe actuellement en santé mentale aussi,
qu'il faut aussi appuyer parce que les infirmières de pratique avancée en santé mentale, je pense qu'elles pourraient rendre aussi énormément de services, puisqu'on sait aujourd'hui que tout ce qui est CMP et tout ce qui est secteur psychiatrique manque de personnel compétent et qu'au niveau de la pratique avancée infirmière, je pense qu'il y a un vrai levier à promouvoir, ainsi que effectivement dans la pratique avancée en géronto. Donc actuellement, on est sur plutôt de la pathologie chronique stabilisée. Donc c'est vrai que là, on est sur tout ce qui est diabète, maladie cardiovasculaire, etc., suivi de ces personnes. Il y a une autre spécialité qui est sur les dialyses, maladies rénales, etc. Mais là, c'est plus pour le secteur hospitalier. Donc la santé mentale qui est vraiment fondamentale. Et il y a encore d'autres pratiques avancées qui se développent. Et la géronto, c'est un domaine dans lequel l'infirmière de pratique avancée, par son expertise, pourrait être absolument un vrai relais. Je suis désolée, c'est 19h, donc il va falloir qu'on puisse conclure. Voilà, alors s'il y a... N'hésitez pas. Il y avait encore 2 ou 3 intervenants décrits. Rémi, je pense qu'il faut qu'on arrête, c'est 19h. Enfin, voilà, je pense qu'à un moment donné, comme ça, mais en revanche, si vous avez des contributions, faites-les encore. On a bien relevé tout ce que vous avez mis dans le chat. Faites-les par écrit, n'hésitez pas. Je laisse la parole à Rémi pour conclure. Je la reprendrai de suite après pour annoncer aussi l'atelier de demain. Bon, d'accord. Donc, merci à tous d'avoir participé, d'avoir travaillé, enfin, je dirais moi, assez efficacement sur les échanges. Là. Ça a été extrêmement intéressant, c'est porteur aussi. Ça nécessite de pouvoir se revoir après parce qu'il y a quand même un certain nombre de points qui n'ont pas été abordés. Quand on a parlé de la prévention, je l'avais dit au départ, moi, c'est quelque chose de majeur. Il y a beaucoup de choses qui se fait dans le département, en lien avec les communes aussi, à travers ce que met en place la mutualité française notamment. Et puis, il y a une question directe, là, donc, Madame la députée, que je voulais lui poser. Ce n'est pas une question, c'est une demande de mise en place dans notre département d'un centre d'examen de santé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité ou en vulnérabilité ou en situation de pauvreté qui ont à se déplacer et qui ne le font pas à cause des déplacements. Donc là, il y a vraiment des choses à mettre en route. Booster les CPTS qui sont en suspens depuis maintenant 1 an, bientôt. Hein. On sait que sur Manosque, Digne, tout ce qui tourne autour du Verdon, tout ce qui est autour du Verdon dans le département n'a toujours pas démarré. C'est extrêmement compliqué. Donc là, il faut peut-être essayer de booster aussi. Donc encore merci à tous. Et puis aussi, il faudra se revoir après. Voilà, parce que c'est pas... On a encore plein de choses. On a juste abordé ce soir les choses qu'il fallait pour démarrer. Moi, je souligne encore l'initiative de Madame Bagari. On sait que quand on se rencontre des fois, c'est critique. Nos échanges sont toujours cordiaux mais fermes. Et là, l'initiative, elle était à souligner et donc à poursuivre. Merci. Ah oui, mais il faut le dire quand ça va bien. Oui, on est souvent d'accord quand même, Rémi. Hein. Donc, oui, moi, juste pour conclure, les grandes lignes, on vous refera passer, si vous le voulez, hein, votre demande, le résumé, le compte-rendu de l'atelier. Grande ligne, c'est quand même coordination, pour qu'il y ait plus de coordination, de communication, pour une anticipation meilleure, et j'englobe ici la prévention. Une démocratie sanitaire à mettre en avant de façon importante et revoir le rôle des ARS, en tout cas pour avoir des organes décisionnels beaucoup plus opérationnel, mais enfin c'est ce que je vous disais en préambule. Moi je crois aussi qu'il faut absolument qu'on décentralise toutes les questions de soins autour du soin et qui est vraiment au-delà de la santé. Ça on l'a bien des acteurs et professionnels de santé, on l'a bien dit tout à l'heure. Voilà, donc je vous annonce, je voulais tenir dans les temps parce que sinon c'est pas possible. L'atelier de demain à 17h30 aura pour objet l'hôpital, la gouvernance, ses modes de financement et les problématiques spécifiques que dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc, vous êtes attendus si vous voulez participer très, très volontiers et à très, très bientôt.
Au revoir Merci, à tous. bonsoir à tous.